Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va discuter de l'équilibre Nash-Bayésien. Donc pour faire ça, on va construire sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, on a vu qu'est-ce qu'était un jeu en information incomplète et on s'était donné l'exemple avec deux matrices de paiement où vous avez essentiellement c'est un jeu du poulet et un jeu du poulet qu'on voit ici et vous aviez deux matrices de paiement, une où le joueur 2 est un joueur normal et une où le joueur 2 est un kamikaze. Et donc, on avait défini le problème de façon très formelle. On s'était dit qu'est-ce qu'était un genre d'information incomplète et quelles allaient être les différentes possibilités des résultats qui pouvaient découler des différentes valeurs de A. Et donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo aussi, c'est qu'on va se donner un exemple concret. Donc, on va établir que la probabilité pour le joueur 2 d'être un joueur normal est égale à 0,8. Et on va établir que la probabilité pour le joueur 2 d'être un joueur kamikaze est égale à 0,2. Notez que même ici, je fais ici mon jeu du poulet, j'utilise le jeu du poulet pour faire une démonstration d'équilibre Nash-Bayésien, eh bien, vous pouvez utiliser le même raisonnement pour n'importe quel autre jeu avec des matrices de paiement différentes et avec des structures d'information incomplètes plus complexes. Mais ici, je vous donne un exemple concret relativement simple pour qu'on soit capable de le réfléchir ensemble. Et donc, je détermine que A est égal à 0,8. La première chose à faire, ça va être d'établir les stratégies. Donc, le joueur 1 a seulement deux stratégies. Soit il décide de dévier, soit il décide de continuer. Ce sont ses actions et ce sont ses stratégies simultanément. Si pour vous c'est quelque chose qui est complexe de faire la distinction entre une stratégie et une action, à ce moment-là, je vous réfère à un de mes anciennes vidéos où justement on discute de savoir qu'est-ce qu'une stratégie versus une action. Notre joueur 2, lui, doit planifier pour deux jeux, pour deux matrices de paiement différentes. Il va donc avoir quatre stratégies. Il peut décider de continuer s'il est normal ou continuer s'il est un kamikaze. Donc ça, en soi, c'est une stratégie. Il peut également décider, par exemple, de dévier s'il est un joueur normal et de continuer s'il est un kamikaze, etc. Et donc ça donne donc naissance à quatre stratégies. En connaissant alpha, on peut évaluer le paiement moyen de chacune des combinaisons de stratégies. On peut se dire, par exemple, si le joueur 1 décide de continuer et que le joueur 2 décide de continuer, virgule, continuer étoile, donc continuer peu importe son comportement, eh bien, on est capable de calculer c'est quoi le paiement moyen que les joueurs vont retirer de cette situation-là. Et donc, on va faire ça ensemble. Là, on ne panique pas, il y a beaucoup de chiffres. On va commencer par décortiquer ça ensemble. D'abord, j'ai mes deux tableaux en haut. Mes deux tableaux en haut sont mes tableaux, mes deux matrices de paiement, dépendant de si le joueur 2 est normal ou un kamikaze. On sait que 80% du temps, on va se retrouver dans la matrice de paiement où le joueur 2 est normal. Et dans 20% du temps, on va se retrouver dans la matrice de paiement où le joueur 2 est un kamikaze. Donc ça, c'est bon. Le tableau en bas, c'est une combinaison de mes deux tableaux. Et je vous explique comment on remplit. Donc, la façon qu'on remplit ce tableau-là, c'est qu'on a d'abord le joueur 1. Le joueur 1, on a ses stratégies, continuer ou dévier. Et le joueur 2, on a ses quatre stratégies également. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est d'estimer le paiement pour chacune de ces stratégies-là. Donc, je vous donne l'exemple où le joueur 1 décide de continuer et où le joueur 2 décide de continuer s'il est normal et il décide de continuer s'il est un kamikaze. Donc, comment est-ce qu'on compte le paiement espéré? Eh bien, pour le joueur 1, on sait que 80% du temps, il va aller chercher un paiement de moins 10 et qu'encore 20% du temps, il va aller chercher un paiement de moins 10. Pour le joueur 2, 80% du temps, va aller chercher un paiement de moins 10 et 20% du temps, va aller chercher euh, un paiement de 10. Ça vient donc dire ici, pour notre joueur 2, que son paiement moyen va être égal à moins 6 et le joueur 1, son paiement moyen va être égal à moins 10. Ça nous a donc permis d'évaluer comme ça chacune des stratégies. On peut faire la même chose pour toutes les cases de notre tableau et je vous en montre un deuxième avec vous pour être certain qu'on est bien capable de le remplir. Si jamais le joueur 1 décide de dévier et que le joueur 2 décide de continuer s'il est normal ou de dévier s'il est un kamikaze. Eh bien, pour cette stratégie-là, vous allez avoir que le joueur 1, son paiement, 80% du temps, on va se situer dans le jeu normal. Et dans le jeu normal, 80% du temps, son paiement pour l'équilibre dévié-continué va être égal à 0. Et pour l'équilibre dévié dans le jeu 2 va être égal à 1. Donc, ça lui donne donc un paiement moyen de 0,2. Donc, le paiement moyen de 0,2 pour cette stratégie-là, pour le joueur 1,
Et pour le joueur 2, même raisonnement, 80% du temps, il va faire un paiement de 3 et 20% du temps, il va faire un paiement de 1. Ça vient donc nous dire que son paiement moyen va être égal à 2,6. Et donc, on peut remplir toutes les cases comme ça. Je vous invite à le faire. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour vérifier que vous êtes bel et bien également capable vous-même de remplir ce tableau-là. Donc, une fois que le tableau est rempli, on peut l'utiliser comme n'importe quel tableau pour calculer les équilibres de Nash. Par exemple, si je regarde l'équilibre continué, continué et, pour le joueur 1 et continué dévié pour le joueur 2. On se retrouve dans la case avec les paiements de moins 7,4, moins 8. Est-ce que ça, c'est un équilibre de Nash? Eh bien non, parce que le joueur 2 préférait changer de stratégie, préférait par exemple se déplacer d'une case à droite et d'avoir un paiement de 2, ou encore se déplacer de 2 cases à droite et avoir un paiement espéré de 0. Bref, c'est donc pas un équilibre de Nash. Je peux faire la même chose pour chacun pour mon joueur 1. Si je vais voir par exemple l'équilibre dévié, 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 donc tout le monde dévie dans tous les temps, eh bien le paiement moyen, ça va être de 1 pour le joueur 1. Eh bien à ce moment-là, le joueur 1 préférait continuer. Donc son paiement passerait de 1 à 3. Donc ça, c'est quand je suis dans la dernière colonne en bas à droite de mon tableau. Eh bien, on voit clairement que ça, ce n'est pas un équilibre de Nash parce que mon joueur 1 changerait de stratégie. Dans mon jeu ici, je n'ai donc qu'un seul équilibre de Nash, et c'est l'équilibre dévié. Et pour le joueur 1, donc le joueur 1 va jouer dévié, et le joueur 2 va jouer continuer quand il est normal, et il va jouer continuer quand il est étoile. Et c'est le seul équilibre qu'on a pour l'instant. Remarquez une chose intéressante, notre équilibre de Nash ne sera jamais un équilibre où notre joueur 2 décide de dévier quand il est un kamikaze. Donc la deuxième colonne du joueur 2 et la quatrième colonne du joueur 2 ne fera jamais partie d'un équilibre de Nash parce que vous avez dans le jeu du kamikaze que dévier est une stratégie qui est strictement dominée. Donc pourquoi est-ce que ça ferait partie de la meilleure stratégie du joueur 2 de décider de dévier quand il est un kamikaze? Eh bien, la réponse c'est ça n'en fera jamais partie. Donc déjà, on sait que notre équilibre de Nash, s'il y en a un ou deux, va se situer dans la première colonne ou dans la troisième colonne de ma matrice de paiement réunie. Et ça va dépendre naturellement de la valeur d'alpha. Donc quand alpha est égal à 0,8, on a un seul équilibre de Nash, et c'est l'équilibre où le joueur 1 dévie et où le joueur 2 décide de continuer, peu importe la situation. Et lorsque le alpha va changer, on a un point où effectivement on pourrait arriver à trouver un autre équilibre de Nash, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. On va voir comment est-ce qu'on est capable de déterminer le alpha, qui est un point de balance qui permet d'aller chercher un nouvel équilibre de Nash.